Mais un Victor Wembanyama, que j'ai eu la chance d'arbitrer au tournoi du SMUC quand il avait 13 ans, était aussi dans ces gens-là. Alors forcément, je ne vais pas faire partie des gens qui disaient « Ah, je savais que… » Non, bien évidemment. Mais un joueur de cette taille-là, à 13 ans, il faisait déjà 2m15 ou 2m16, ou peut-être 2m12, j'en sais rien, je n'ai pas mesuré. Mais il était capable de dribbler entre les jambes, de remonter. Enfin, c'était un ovni. Bonjour Gilles, bienvenue sur Tout Terrain. Bonjour Enzo. Comment tu vas? Ça va pas mal, hein, en fin de journée, tout va bien. Tant mieux alors. Merci d'être venu tout d'abord. Et est-ce qu'avant de débuter, tu pourrais te présenter? Je m'appelle Gilles Bretagne, j'ai bientôt 60 ans. Je suis marié, 2 enfants. Je suis dans la région Provence depuis 2006. J'ai passé avant un long passage en Île-de-France, sur Paris. Et puis, je suis natif de Saint-Brieuc. Comme mon nom l'indique, je suis breton. Comme tu le dis, donc, tu es né en Bretagne, où c'est là-bas que tu as commencé le basket, donc à l'âge de 9 ans. Comment t'es venue cette envie d'abord de jouer dans un premier temps? Atavisme familial. J'avais la sœur de ma maman qui était basketteuse en National 2 à Saint-Brieuc. Et voilà, j'entendais parler de basket depuis tout petit. Et j'étais intéressé par ça, par la dynamique d'un groupe, etc., la vie en groupe, et puis un sport collectif, et c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi à l'époque. D'accord. Et donc, c'est quelques années plus tard, à 15 ans, que tu as commencé à arbitrer. Comment elle t'est venue aussi, cette envie? J'ai pas eu l'envie d'arbitrer, en fait, comme tu interviewerais d'autres arbitres, tu n'es pas avec l'envie d'arbitrer. Tu nais avec l'envie de rendre service aux gens et Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était d'entraîner. En fait, j'entraînais une équipe de jeunes à l'époque. J'étais cadet et j'avais la chance d'entraîner cette équipe de jeunes qui était du mini-basket, des benjamins. À l'époque, ça s'appelait pas mini-basket. On parle là des années 80. Donc voilà. Donc en fait, tout simplement, le jour où j'ai commencé à arbitrer, il n'y avait pas d'arbitre sur le match que je coachais. Okay. Et c'est aussi bête que ça, c'est souvent des opportunités qui arrivent comme ça. Et puis j'ai arbitré en coachant, en faisant un peu de choses en même temps, en étant certainement dur avec mon équipe. Et derrière ça, il y avait mon match de cadet et derrière un match de national. Et l'arbitre qui est venu pour arbitrer ces 2 matchs, c'était un arbitre fédéral qui m'a vu arbitrer, qui a regardé, qui était arrivé en avance, qui a regardé et qui à la fin du match est venu me voir pour me dire « mais je te connais pas, tu as fait l'école d'arbitrage quand » etc. Et là je lui dis « non, j'ai jamais arbitré, c'est mon premier match, j'ai jamais fait les cours ni quoi que ce soit ». Et donc il m'a dit « faut que tu fasses quelque chose ». Et donc pris au jeu, je suis parti là-dessus. Okay. et puis voilà. Donc après, tu l'as dit, tu vas donc faire tes débuts en tant d'arbitre. Tu vas d'abord donc arbitrer en départemental, puis après en régional. Est-ce que déjà à cet âge-là, tu avais une volonté de monter de niveau pour essayer d'arbitrer à plus haut niveau, mais sans te dire que tu allais finir par arbitrer en pro? Non, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le jeu. Okay. Donc, encore une fois, donc, c'était mon année de cadet. J'étais de temps en temps… je faisais les entraînements avec l'équipe première en National 4 et puis après c'était moi mon truc c'était le jeu, j'étais meneur de jeu et je voulais performer là-dedans, bien évidemment sans avoir aucune volonté de jouer à haut niveau. La télé à ce moment-là et le basket c'était 2, il y avait un match le dimanche de temps en temps sur TF1 qui s'appelait pas TF1. Et c'était vraiment anecdotique. Donc tu n'avais pas tout ce que tu as aujourd'hui, ce miroir des réseaux, de toutes les télés. Donc non, pas le haut niveau. J'étais un gamin, j'avais 15 ans. J'étais d'ailleurs en dehors des specs pour l'âge, puisqu'il fallait normalement avoir 16 ans. Okay. J'avais eu une dérogation pour passer tout ça. Et puis non, c'était simplement vivre avec des adultes, grandir plus vite. Et être intéressé, bien sûr, parce que ce qui m'intéressait avant tout, c'était le basket.
c'était participer à un basket au plus haut niveau possible. Et pour moi, c'était le jeu. C'était la National 4. On est monté en National 3, je ne jouais plus, parce que j'étais au bout du banc. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que, ayant continué le jeu en même temps que l'arbitrage, et ça, c'est une chose que je recommande à tous les arbitres qui pourraient regarder ça, il faut continuer à jouer, bien évidemment, parce qu'il faut être capable de ressentir, en fait, ce que ressent un joueur. L'entraînement, c'est quelque chose de fondamental, bien évidemment, mais les systèmes, sentir le jeu, voir le jeu, en tant qu'arbitre, c'est fondamental. D'accord. Et si on n'a pas été joueur, et si on ne continue pas d'être joueur, on n'a pas ces sensations-là. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, tu l'as dit, donc tu avais 15 ans. Est-ce que finalement, à cet âge, c'est pas trop dur dans le sens que tu es jeune, peut-être que parfois tu manques un peu d'assurance et le public parfois peut te mettre de la pression, un peu les coachs, tout ça. Est-ce que toi, ça t'a jamais déstabilisé ou est-ce que quelquefois ça a été dur? Je pense que ça m'a plus construit que déstabilisé. Ça m'a permis de grandir plus vite, de m'affirmer plus vite. J'avais un tempérament un peu timide, comme beaucoup d'adolescents. Et puis ça m'a permis d'évoluer très rapidement et de devoir m'affirmer, entre guillemets, avec des adultes. Et ça, c'est fantastique. C'est une école de la vie, entre guillemets. Voilà, c'est magique. D'accord. Et donc, c'est à quel moment que tu as eu cette volonté d'essayer de monter de niveau vraiment et pourquoi pas après d'aller chercher le niveau professionnel? Le virage, en fait, s'est passé lorsque mon entraîneur de National 4 a été remercié par le club et que tout ce qu'il souhaitait mettre en place avec des jeunes, comme moi, on était 2 ou 3 dans mon cas dans le club, on n'avait plus cette certitude de pouvoir jouer. Le club a commencé à recruter des joueurs plus âgés et d'un meilleur niveau, qui descendaient de National 2, etc. Et forcément, là, c'était plus du tout mon modèle. Et puis, en même temps, les études m'ont appelé ailleurs. Je suis parti de Bretagne vers Paris pour étudier. Et voilà, naturellement, le lien élastique qu'il y avait avec le club a eu tendance à se rompre pour s'orienter vers le jeu arbitré. Parce que je continuais à m'entraîner et je continuais à jouer à Paris dans un club qui a pris son envol aujourd'hui, qui est un grand club à Paris et qui était au tout démarrage. Voilà. Et c'était toujours construire. Ce qui m'intéressait, c'était construire des histoires, construire des relations. Et le basket là-dessus a été fantastique. Et l'arbitrage, un vrai moteur. Et donc après, tu l'as dit, donc tu pars en région parisienne. Mm-hmm. Donc comment ça se passe là-bas et comment est-ce que tu gravis les échelons petit à petit pour monter dans l'arbitrage? Alors à l'époque, c'était assez facile par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. On devait en fait être sélectionné par sa région. Donc moi, c'était la région Bretagne. J'étais le numéro 1 de ma génération, enfin de mon année, puisque on remet les pendules à l'heure toutes les années. Et j'avais été sélectionné pour le stage, ce que l'on appelait le stage de premier niveau. C'était comme ça, il y avait un stage de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et troisième niveau, c'était la sélection pour le haut niveau. Donc tu passais le cut, tu étais essayé, maintenu ou pas. Et voilà, je pense que la formation est devenue plus difficile à lire, plus compliquée pour se projeter pour des jeunes arbitres, avec énormément de stages à faire, énormément de e-training à faire, etc., sans plus beaucoup tenir compte du terrain. Et voilà, je n'en dirai pas plus sur la formation actuelle. Et donc ensuite, je suppose que toi tu réussis forcément donc, toutes ces sélections dont tu nous parles. Et donc après, comment ça se passe finalement le lancement dans le monde pro? C'est très violent. Ah ouais? Ouais, c'est très violent et très soudain parce que tu sors d'une bande de copains parce que premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, il y a un écrémage au fur et à mesure. Mais tu restes à un groupe on était une vingtaine à la fin du troisième niveau. Et sur ces 20 arbitres, il y a 5
qui sont sélectionnés pour être essayés. Et c'est compliqué parce que, mine de rien, tu as créé des relations. Et encore, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, heureusement. Parce qu'autrement, on aurait été encore plus ensemble. Mais on était très heureux de se retrouver. Et c'est quelque chose qui a perduré. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, c'était un plaisir d'aller arbitrer avec machin ou avec bidule. Bien sûr. Et c'était on savait qu'on allait passer une bonne soirée tout de suite. Alors il y avait bien évidemment le basket qui était le lien de tout ça, le match sur lequel il fallait être professionnel sans vraiment l'être, mais professionnel dans les attitudes en tout cas. Et il restait quand même quelque chose de très important, c'était le lien convivial. Comme avec les joueurs, comme avec les entraîneurs. On se retrouvait après les matchs, on mangeait ensemble de temps en temps dans les mêmes restaurants. Aujourd'hui, c'est inconcevable. C'est vrai. Et donc, est-ce que quand tu commences à être arbitre en pro, est-ce qu'il y a des tests physiques qui sont à passer pour les arbitres ou pas? Ah bien sûr, oui, c'était des tests différents d'aujourd'hui, mais il y avait trois choses à faire. Ça paraissait un peu étonnant d'ailleurs, mais enfin bon. Il fallait faire 4000 mètres en moins de 20 minutes. Il fallait faire enchaîner 3 suicides en moins de 25 secondes. Enfin, tu faisais un parcours suicide habituel du basket, connu par tous les basketteurs en 25 secondes. Tu te reposais 30 secondes, tu refaisais ton truc une deuxième fois, une troisième fois. C'est solide, hein, quand même. Ouais, et il fallait enchaîner, alors ça, j'ai jamais compris pourquoi, 30 abdominaux en 45 ou 50 secondes, je me rappelle plus exactement. Okay. Voilà, donc il y avait 2 séries à faire, pareil. Alors on s'entraînait avec des copains. C'était très sympa de préparer tout ça. Aujourd'hui, ce sont des tests, ça a été longtemps le Luc Léger, que tous les sportifs connaissent également. Et il fallait faire 11 paliers, puis 10, parce que l'arbitrage féminin est arrivé également à haut niveau. Et 11 paliers pour une arbitre féminine, tout le monde ne le passe pas. Il a été transigé à 10 pour que tout le monde puisse faire les mêmes choses, puisque à une époque, les arbitres féminines devaient faire 8 paliers quand les arbitres masculins devaient faire 11. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème là-dessus, puisqu'on faisait les mêmes matchs, et que le match durait la même durée, bien évidemment, et qu'il fallait être apte à avoir cette capacité physique de courir sans être à 100% concentré sur la course, puisqu'en même temps, il faut prendre des décisions. Ouais, c'est clair. Donc, quand tu deviens arbitre pro, comment ça se passe une semaine en tant qu'arbitre? Une semaine en tant qu'arbitre, c'était mon travail avant tout, pas l'arbitrage. Okay. Moi, j'étais à l'époque manipulateur en radiologie, c'est-à-dire que je travaillais sur un scanner. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de match de semaine. Donc c'était le samedi midi, je quittais Paris. Et l'avantage d'être à Paris, c'est qu'on pouvait être n'importe où en France le soir. Voilà. Alors les contraintes ont changé au fur et à mesure de ma carrière. La carrière, elle a duré longtemps, donc effectivement tout a changé. Il fallait être beaucoup plus tôt sur place. On ne pouvait plus repartir le soir, alors que toute une génération d'arbitres s'est croisée. Tout sport confondu, on croisait les arbitres de foot, on croisait les arbitres de hand, etc. dans les gares, puisqu'il y avait beaucoup de trains de nuit. Et voilà. Je crois que j'étais heureusement très jeune pour faire ça, parce que tu récupères pas du tout de la même façon, bien évidemment. Et je vois qu'aujourd'hui, moi sur les dernières années de ma carrière, c'est-à-dire les 10-12 dernières années, on ne voyageait plus de nuit. On était à l'hôtel systématiquement, alors qu'avant, restaurant et non pas un sandwich comme certains prenaient pour rentrer chez eux. Enfin, il y a de tout dans une population d'arbitres. Il y a des gens qui faisaient ça pour l'argent, que ça leur rapportait. Il y a des gens qui faisaient ça pour le plaisir et d'autres pour la passion. Moi, je pense que je faisais ça beaucoup pour la passion. Et on en profitait un maximum de tout. Voilà, c'était un vrai plaisir. Ok. Et comment est-ce qu'on prépare un match quand on est arbitre? Ah, ça, c'est une vaste question. Alors toi, comment tu faisais? Alors moi, déjà, je regardais des vidéos, les rares vidéos qu'on avait en cassette VHS à l'époque, pour se préparer en fait au jeu
de l'équipe. Alors moi j'étais un petit peu différent peut-être d'autres, il y en avait certains qui avaient d'autres techniques. Moi je croyais beaucoup à l'image déjà et j'avais investi dans un super magnétoscope à l'époque. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais pour regarder, pour être capable d'avoir des ralentis, etc., pour voir les gestes des joueurs et anticiper un petit peu ce qu'ils allaient être capables de faire. C'est assez simple de repérer qu'un joueur démarre systématiquement en croisé en faisant un marché ou en direct sans le faire. Donc après, c'est assez facile à arbitrer. On sait que sur un écran qu'il va aller poser, il va systématiquement bouger la hanche ou systématiquement se décaler, etc. Donc après, ça devient facile à arbitrer. Mais c'est pas parce qu'on a repéré ça qu'il faut le siffler à chaque fois. Et ça, c'est juste la formation d'arbitre qui t'apprend à savoir trier ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Okay. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris, le fondamental de la formation et de la préparation d'un match, c'est avant tout le feeling du basket et le feeling du match. Ok, et donc toi sur un match, donc tu nous as dit comment tu préparais. À quelle heure maintenant est-ce que tu arrivais à la salle? Est-ce que tu avais une routine avant le match? Oui, tout le monde a ses routines. Moi, j'essayais d'arriver 3-4 heures avant dans la ville, à l'époque, au tout début. Après, on arrivait systématiquement 5-6 heures avant le match et j'adorais faire une sieste avant le match. Okay. Ça faisait partie de ma routine. Je ne mangeais pas le midi avant un match, jamais. Et par contre, je dormais. Et je dormais comme un bébé et je me réveillais. J'étais reparti sur une journée nouvelle. Et j'avais, en plus, en dormant, j'avais cette capacité à pouvoir penser aux choses et à reclasser les affaires. Enfin, beaucoup de gens sont comme ça, hein, je ne suis pas une exception, et donc ça me permettait, moi, de me mettre dans le match. Ok. Et alors, pour toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon arbitre? Comme je l'ai dit, déjà, c'est être joueur de basket. Avant tout, c'est être joueur de basket d'un certain niveau pour être capable d'arbitrer des joueurs. Tout dépend, en fait, du niveau auquel on se réfère, et tout dépend du niveau que l'on vise. Bien évidemment, si on est un joueur départemental et que on veut faire de la région parce qu'on adore le basket et on veut rendre service à son club, c'est parfait. Si on est joueur départemental, on peut très bien monter jusqu'à un très haut niveau. C'est uniquement du travail après. On est tous différents là-dessus. Il y a des gens qui sont capables de travailler énormément, et j'en ai deux, trois en tête. Et puis, il y a des gens qui vont se contenter de développer un petit peu et d'entretenir un petit peu le talent qu'ils ont. C'est des philosophies complètement différentes. Quelle est la qualité pour devenir arbitre? Je n'en sais rien. Okay. Je n'en sais rien. Donc du coup, je vais te montrer une photo. Mm-hmm. Je pense que tu vas reconnaître qui c'est et tu vas comprendre pourquoi je te la montre. Pas du tout. Pas du tout. Donc Michael Jordan, parce que, donc si je dis pas de bêtises, en septembre 91, il y a Michael Jordan qui vient à Paris pour faire un match d'exhibition. Et c'est toi tu vas faire partie des arbitres qui vont diriger la rencontre. Est-ce que tu peux nous expliquer donc comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place, et aussi quelle était ta réaction personnelle quand tu as su que tu allais pouvoir siffler Jordan, parce que je pense qu'il y a une petite satisfaction quand même. Ouais, alors satisfaction bien évidemment, mais enfin c'est une anecdote assez rigolote parce qu'en 91 j'étais parti en vacances au Portugal en voiture à l'époque. Okay. Et à l'époque on n'avait pas de téléphone mobile. Si bien que quand je suis revenu fin août, mi-août, je ne sais plus exactement, fin août, chez moi, j'avais le répondeur et j'avais 30 messages qui m'attendaient. Donc voilà, et j'ai écouté mes messages qui dataient du début des vacances. Et à la fin, il y en avait un qui revenait régulièrement, c'était Nike France qui m'appelait pour me dire, alors au départ, tu te dis, pourquoi Nike France m'appelle ? Alors Nike France une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, mon collègue Philippe Manassero, qui était un de mes meilleurs copains dans le basket, qui avait donné mon nom parce que lui avait été contacté par Nike. Et puis voilà. Et en fait, j'apprends le soir que je vais arbitrer Jordan le lendemain après-midi. Alors, au début, je pense que c'est une blague. Encore une fois, ça peut paraître étonnant, mais il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas Internet.
tu n'as pas tous ces événements là-dessus. c'est Et clair. la seule chose qui puisse te connecter à ce monde du sport, c'est l'équipe. Donc le soir, j'essaye de trouver l'équipe. Heureusement, j'habitais Paris, les gares étaient ouvertes tard. Je trouve effectivement l'équipe encore. Et je vois effectivement qu'ils annoncent Jordan le lendemain. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est pas une blague. Et voilà. Et donc je me retrouve à la salle Géo André à Paris, avec 5000 personnes dans une salle qui peut en contenir à peine 2000. Ok. C'était l'enfer. Et j'arrive là-dedans. Voilà. J'ai pas eu le temps de me poser de questions ni quoi que ce soit. Ça t'est tombé dessus, quoi. Ça m'est tombé dessus, ouais. Ok. Ouais, ça m'est tombé dessus. Du coup, comment elle s'était fait de la sélection, même si tu nous as dit que c'était un de tes collègues Oui, arbitres? oui. C'est parce que quoi, à ce moment-là, tu faisais quand même partie des meilleurs arbitres du monde pro? Bon, Enfin, en je serais... France. Non. Une des qualités, tu parlais de qualité pour devenir arbitre, je pense que c'est l'humilité. Ok. C'est voilà, être un des meilleurs arbitres. J'étais un des meilleurs jeunes. Voilà, Ok. un des meilleurs jeunes. J'avais 27 ans et oui, effectivement, d'aucuns pensaient que je pouvais devenir arbitre international, etc. Et en fait, Philippe, c'était déjà un très bon copain. Et j'habitais Paris, donc pas de frais de déplacement, etc. Ok. Il y a plein de choses qui d'accord. rentrent en jeu, en fait. Et puis voilà, Et du coup, coup de chance. ouais, et du coup, t'en gardes quel souvenir? Bah, extraordinaire, Extraordinaire. un truc qui arrive une fois. Et Philippe, lui, a vécu de bien plus beaux souvenirs encore, puisque lui a eu la chance d'arbitrer la Dream Team en 92 à Monaco, où il était l'arbitre français qui avait été choisi pour ça, et il a passé 10 jours, 15 jours avec eux à Monaco, à siffler des matchs, à être avec eux aux entraînements. Enfin, Ouais, c'est incroyable. voilà, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas mon plus beau souvenir de basket. Ok. C'est un très bon souvenir, et puis c'est effectivement un peu les étoiles, quoi. Et il est Voilà. impressionnant, Jordan, ou pas en match? Oh bah, il était hors norme. C'est hors norme. Je veux dire, c'est pas. J'ai 2-3 vidéos de ce match-là. Bon, il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Et voilà. Bon, c'était surtout avec des joueurs de l'époque de Pro A. C'était 2 équipes, en fait. Il y avait Bayreuth contre Tours. Un casting improbable. Et lui faisait partie de l'équipe de Bayreuth. Donc voilà, alors le souvenir que j'ai, c'est de voir Michel Bergeron, qui était le coach de Tours, et son fils, qui jouait dans l'équipe de Tours, avoir les yeux comme ça, quoi, parce que c'était Tu voilà, m'étonnes. impressionnant. Ok. En 2012, donc on avance un peu dans le temps. Ouais, quand En même. 2012, donc tu gagnes la médaille d'or FFBB, ça s'appelait. Ouais. En fait, qu'est-ce que ça représente exactement cette distinction? Eh bien, écoute, je vais t'avouer une chose, la médaille d'or de la fédération, je ne l'ai jamais reçue. D'accord. Tu vois, Ok. jamais. Donc, je ne sais pas où elle est. Si quelqu'un la retrouve, n'hésitez pas. Vous contactez Enzo. J'ai appris effectivement que j'avais eu la médaille d'or de la fédération il y a environ 4-5 ans, lorsque j'ai été élu au Hall of Fame d'Île-de-France pour ma brillante carrière de formateur en Île-de-France. Parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Non, j'ai jamais reçu la médaille d'or de la fédération. Est-ce que tu sais ce qu'elle représentait ou pas? Parce que je ne sais pas en fait exactement. Donc si tu peux... C'est un nombre d'années, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que je me suis renseigné après, c'est un nombre d'années passées en tant que licencié, passées en tant que passeur de relais, Ok. d'années d'investissement pour la fédération, et que tu représentes en fait la fédération en France ou à l'étranger, puisque j'ai eu la chance de devenir international en 93, donc pas loin derrière Jordan, tu vois, donc il s'était pas trop trompé, et d'arrêter en 2007. Donc j'ai eu 14 ans de saison internationale, et c'était et tous les étés tu donnes de ton temps pour la fédération, pour aller accompagner les équipes de France, etc. à l'étranger, et c'est toujours très intéressant, valorisant. Donc c'est ce genre de services, je pense, qui sont récompensés. Et du coup, donc, quand tu deviens, donc, comme tu dis, arbitre international, la différence, elle est dans quoi en fait? Juste dans les matchs que tu vas arbitrer, Matchs en semaine. qui sont des matchs en semaine, puisque tu vas faire les matchs européens. Oui, alors ça a été un vrai changement, parce que effectivement, au lieu d'avoir un match par semaine, tu avais 2, voire 3, voire 4 matchs par semaine, puisqu'il arrivait à l'époque qu'on fasse des triplés. Ça m'arrivait 2 fois en Grèce et en Turquie, d'avoir des mardis, mercredis, jeudis à arbitrer. Et là,
Là, c'est fatigant parce que, et d'une, physiquement, c'est fatigant. Et de deux, les salles sont énormes par rapport à ce que tu as l'habitude de voir. L'ambiance est complètement... enfin, en Grèce et en Turquie, c'était chaud. Il y avait des pays où c'était plus calme. Voilà. Donc j'ai eu la chance, moi, de faire à peu près tous les pays d'Europe, sauf Israël. Voilà, tous les pays d'Europe du basket, y compris la Russie, etc. Donc c'est très enrichissant et ça m'a permis de développer d'autres choses. Et ça, c'est fabuleux parce que tu te construis avec tout ça. Tu te construis avec ces relations, avec ces communications avec des gens qui n'ont pas la même culture que toi et c'est toujours très intéressant. Et du coup, tu commences à arbitrer aussi avec des arbitres qui ne sont plus français. Ah ben bien sûr, bien sûr. Donc la nécessité de parler anglais, d'apprendre quelques rudiments. Alors, je parlais anglais-allemand, donc ça m'aidait pas mal. Mais voilà, tu apprends des rudiments d'un peu tout. Et c'est très bien pour la vie d'après. Ok. Et à cette époque-là, comment elle s'appelle la compétition européenne? Parce que c'est pas l'Euroleague, du coup. Alors, tu as la Coupe Korac, tu as la Coupe des vainqueurs de coupe. Et l'Euroleague n'existe pas encore. L'Euroleague, elle apparaît quand je suis encore arbitre moi, mais il se trouve qu'en 97, j'ai changé de travail. Je suis rentré dans une grosse compagnie américaine et j'avais beaucoup moins de temps libre, beaucoup moins de possibilités. Et en fait, à l'époque, j'ai refusé. En fait, on m'a proposé, le président de l'époque des arbitres, André Noy, m'avait proposé d'arbitrer en Euroleague. Et j'ai décliné parce que, et d'une, je prenais la place de quelqu'un qui était certainement beaucoup plus libre que moi à l'époque, et je ne pouvais pas m'organiser du vendredi pour le mardi. Ouais, bien sûr. C'était le principe de l'Euroleague, c'était qu'on désignait les meilleurs arbitres à l'endroit où il y en avait besoin, mais au dernier moment, pour pas avoir de pression, etc., etc. C'était tout un système très novateur et très intéressant, sauf qu'en FIBA, par exemple, on te prenait 3 semaines avant. Okay. Donc quand tu as un travail qui est prenant, pouvoir t'organiser 3 semaines avant, c'est possible. Ouais. S'organiser du vendredi au mardi, c'était pour moi impossible. Oui, c'est clair. Et du coup, tu as eu la chance d'arbitrer quel grand club européen? Real Madrid, Barcelone, Badalone, qu'est-ce que je vais te dire, Turin, qu'est-ce que je vais te dire, tout à l'heure, tu me Milan. parlais de la Grèce et de la Turquie aussi, du coup, tu as fait quoi comme club là-bas? Alors là-bas, j'ai fait l'Aris Salonique à l'époque qui était pas mal. Il y avait Panionios, il y avait l'AEK Athènes, il y avait Istanbul forcément, il y avait Galatasaray. Enfin, voilà, après, voilà. J'ai pas gardé tout ça en moi parce que je suis pas un collectionneur J'avais un copain qui faisait ça, qui avait une carte et qui mettait des épingles partout où il était allé. J'ai jamais eu le courage ni l'envie de faire ça, mais c'était certainement une très belle idée. Okay. Du coup, donc, tout à l'heure, tu nous as dit que Jordan t'en gardait un super souvenir, mais que c'était pas ton meilleur souvenir dans ta carrière d'arbitre. C'est quoi, du coup, le moment que tu as préféré, on va dire? Je sais pas, j'ai pas de highlight qui me sort comme ça. C'est toute une capacité à être avec des gens et à profiter les meilleurs moments pour moi, ils ont été parce qu'il y avait tout ce qui allait avec, il y avait l'ambiance, il y avait l'avant-match, il y avait l'après-match. C'était très important tout ça pour moi. Le côté convivial des choses a toujours été quelque chose d'important pour moi dans l'arbitrage. Et les meilleurs moments, ils étaient certainement à Pau, à Lasvel et Gravelines également, qui était extraordinaire. Et puis Antibes de la grande époque, c'était top. J'ai encore revu Jacques Monclar ce week-end dans un événement basket. Et c'est des gens qui, voilà, Greg Beugnot, Monclar, tout ça, c'est des gens qui ont formé en fait certainement beaucoup de choses. Qui ont détruit certains, qui ont formé d'autres et qui ont aidé beaucoup de gens à se construire. C'est des personnalités comme ça qui font que, plus que les salles, plus que les matchs, tu vois. Limoges bien évidemment aussi, parce que moi j'étais en plein grandes années de Limoges, des mecs comme Malkovich, etc. Ça t'apprend tellement de choses avec ces gens-là, mais il faut être capable de prendre les bonnes choses et puis de laisser les choses qui
qui pourrait te blesser ou t'accommoder de côté. Et donc, alors toi, quel est ton point de vue sur l'arbitrage actuel? Parce qu'on sait que très souvent les arbitres d'Euroleague sont critiqués, ceux en NBA aussi. Comment est-ce que toi tu vois un peu tout ça? Je pense que la fonction d'arbitre entraîne forcément le fait que tu sois critiqué, comme d'autres fonctions. C'est comme ça. Je veux dire, c'est. Il y a une chose qu'il faut comprendre pour ça, c'est que l'arbitre va permettre en fait au match de mieux se passer. C'est tout ce qui permet. Il y aura toujours, sans dirigeant, il n'y aura pas de basket. D'accord ? Sans joueur, bien évidemment, il n'y a pas de basket. Sans entraîneur, le basket sera moins bon. Et si tu veux rajouter quelque chose pour l'améliorer, tu rajoutes des arbitres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les arbitres, et ça va certainement rebondir sur une de tes futures questions ou une question que tu aurais pu me poser, aujourd'hui, la position des arbitres est de se sentir un petit peu en avant, de se mettre en avant. C'est lié aussi à la société qui est comme ça. Moi, j'ai toujours considéré que c'était quelqu'un qui allait permettre au jeu de s'exprimer et aux meilleurs joueurs de rester les meilleurs joueurs. Voilà. Okay. Donc, pour revenir à ta question et rebondir sur est-ce que c'est moins bon en NBA, est-ce que c'est... Je ne serais pas capable de dire si c'est moins bon en NBA parce que je n'ai pas les capacités de juger l'arbitrage en NBA. Ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes personnalités, ce ne sont pas les mêmes intérêts. Il faut comprendre tout ça. Il y a beaucoup d'économie dans ce basket. C'est clair. Non, je ne me permettrai pas de juger ça. L'Euroleague, je ne me permettrai pas non plus de le juger parce que je n'ai pas arbitré à ce niveau-là. Le basket a beaucoup évolué en Europe. S'est développé, l'image est devenue quelque chose de fantastique. Critiquer l'arbitrage, c'est inhérent à chaque spectateur, je pense, quel que soit le sport. Ok. Par contre, il y a quelque chose que je trouve, qui est très critiqué dans l'arbitrage, c'est parfois la gestion des arbitres et la façon dont ils distribuent les fautes techniques, notamment sur des chambrages, on va dire, sur une grosse action, où il y a eu un cross, un dunk, et derrière, on va chambrer la personne qui a subi l'action. Et les joueurs prennent souvent des fautes techniques aujourd'hui. Toi, c'est quoi ton point de vue sur cette nouvelle règle, en quelque sorte? Cette nouvelle règle, c'est pas une nouvelle règle, hein. Ça a toujours été une règle qui était en cours. Je pense que ça encore, c'est devenu, je pense, un peu trop. Ça s'est développé un peu trop. Et justement, il a fallu trouver une dissuasion entre guillemets. Est-ce qu'on en met trop? Est-ce qu'on n'en met pas assez en ce moment? Encore une fois, je ne me permettrai pas de juger parce que je ne suis plus dans ce milieu-là. J'ai jamais été quelqu'un qui mettait des fautes techniques énormément. Je pense que beaucoup de choses se passent dans le regard, dans le geste, dans la justesse de ta décision. Et j'ai la bêtise certainement de croire que un joueur est un joueur intelligent qui est capable d'analyser également son action. Il y a une chose qui peut faire découpiller un joueur, et c'est marrant parce que j'en parlais encore avec Jacques Monclar ce week-end, c'est une mauvaise touche. Tu inverses une touche sciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que tu n'es vraiment pas bon, ça va être le facteur immédiat de jugement d'un joueur. Et là, tu vas pouvoir enchaîner c'est bête, hein, une touche. Ouais, c'est vrai. C'est bête. Une faute, tu peux te tromper. Et un joueur et un entraîneur va considérer ça, oui, c'est une interprétation, c'est un jugement, c'est une position qui va faire que tu vas pouvoir te tromper. Une touche, changer la direction d'une touche, alors qu'il y a deux joueurs qui sont impactés, il y en a un les deux savent très bien qui a mis la balle dehors, et toi, tu vas te tromper. Et là, si tu t'es trompé, celui qui est jugé, qui se juge en fait impacté par cette décision-là, va te pourrir. Et c'est souvent sur des cas comme ça qu'il va falloir être... voilà. Alors, faute technique, pour des chambrages, etc., encore une fois, bon. Je ne sais pas s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez. La civilisation a changé.
les relations entre les gens ont changé. On veut faire du show, et le show, il passe par ce genre de choses. Ok. Est-ce que toi, tu as un modèle en tant qu'arbitre, et est-ce que tu as déjà des jeunes arbitres qui sont venus te demander des conseils pour progresser? Et si oui, qu'est-ce que tu leur as dit? Un modèle que j'ai actuellement, oui, parce que je pense que c'est un monstre de travail et quelqu'un qui bosse énormément et qui a beaucoup investi dans le basket et qui s'est beaucoup investi dans le basket, qui est l'arbitre actuel que je connais qui fait le moins d'erreurs possible, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens vidéo qu'on a, c'est très facile à faire. C'est Joseph Bissang, quelqu'un que j'ai connu tout petit et qui a grandi avec son travail et qui est devenu pour moi une référence dans l'arbitrage français et européen, parce qu'il arbitre en Euroleague très très régulièrement, et c'est un grand monsieur. Okay. Voilà. Et du coup, tu as des jeunes arbitres qui sont déjà venus te... Oui, parce que j'ai beaucoup formé les arbitres, en particulier en Île-de-France. J'en ai eu pas mal qui sont passés dans les stages qu'on organisait. Et puis j'ai eu la chance de connaître en fait les camps Nike. Et à l'époque, j'étais le formateur d'Île-de-France. Et on est venu vers moi, Nike est venu vers moi pour les camps Nike, qui était une idée extraordinaire dans les années 95. Ça a duré de 95 à 2000. 2001 peut-être le dernier, où en fait c'était avant tout un camp de joueurs, et pour arbitrer ces joueurs, forcément il fallait des arbitres. Et là ils m'ont contacté pour dire mais est-ce que tu pourrais avoir des joueurs? Et moi j'ai eu l'idée tout de suite de dire mais on va faire un camp d'arbitres en même temps. Et c'était un camp très difficile où en fait on arbitrait en fait des 3-3 toute la matinée, mais sans arrêt, c'était épuisant. Les portes ouvraient à 8h du matin, il y avait la queue sur les trottoirs à Paris, à la Almacena, et ça finissait à 23h. C'était impressionnant, et des grands joueurs sont passés par là. Antoine Dio était un jeune gamin qui est passé là-dedans. Entre autres joueurs, il y avait... et la fédération l'a reconnu également. C'était quelque chose de magique. Et la formation, oui, c'était pour moi mon moteur. Okay. Voilà. Et les conseils, oui, il y en avait. Alors de temps en temps ils étaient bons, de temps en temps ils n'étaient pas bons. Hein. Pendant ta carrière, quels ont été les joueurs qui t'ont le plus impressionné, et est-ce qu'il y en a avec qui tu avais vraiment une bonne relation sur le terrain, je parle évidemment? Oui, j'en ai cité deux déjà que j'ai arbitré sur leur fin de carrière. C'était Monclar et Beugnot par exemple. Apollo Faye, qui a été aussi un grand bonhomme. Les frères Gadou à Pau. Bien évidemment Antoine Rigaudot, les frères Pietrus. Tony Parker, que j'ai vu tout jeune, puisque j'ai même arbitré le tournoi de qualification quand ils sont champions d'Europe en 2000. Oui, des joueurs que l'on côtoyait et avec qui on avait des atomes crochus. Il y en avait d'autres avec qui c'était beaucoup plus difficile. Mais après, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, ou alors si tu t'entends avec tout le monde, c'est que tu joues. Donc il y a des gens avec qui tu as une relation franche et directe, et si tu es pas bon, ils te le disent. Il faut savoir aussi l'entendre et l'analyser et l'accepter, absolument. C'est une des qualités, je pense, d'un arbitre aussi aujourd'hui, c'est d'être capable de se remettre en cause très très vite. Pas pendant le match, parce que tu n'as pas le temps. Et surtout, il ne faut pas que tu te remettes en cause pendant le match, parce que sinon, tu vas changer ton arbitrage. Ouais. Mais dans le vestiaire, assis comme ici, c'était les premières impressions. Tu sais très bien si tu as fait un match correct, pas bon, ou excellent. Okay. Excellent, c'est beaucoup plus rare. D'accord. Et des joueurs qui t'ont impressionné sur le terrain quand tu as arbitré? Ah ouais. C'est ça. Je veux dire, impressionné physiquement, déjà, un jour, c'était Murezan à Pau, qui, un jour, je fais ma mécanique de gestes pour les fautes, etc., et je me recule, et là, je rencontre un mur qui n'était pas là auparavant sur le terrain. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont construit un mur. Et en fait, c'était tout simplement Murezan. Donc, mon épaule avait tapé le haut de sa fesse. Okay. Donc, effectivement, ça faisait un peu bizarre. Voilà. Murezan était un être étonnant en termes de physique à l'époque. Aujourd'hui, il y a des gens bien différents, bien évidemment.
D'autres joueurs qui m'ont impressionné, oui, bien sûr, Tony Parker, par ses démarrages, il avait un dragster dans chaque jambe, c'était impressionnant. Et puis des joueurs adroits et des joueurs hyper smart pour le basket. Oui, il y en a eu pas mal. Antoine Rigaudot, entre autres. Je parlais d'Antoine Biot tout à l'heure aussi, des joueurs qui ont, alors je parle que de vieux forcément parce que je suis pas tout jeune, mais un Victor Wembanyama que j'ai eu la chance d'arbitrer au tournoi du SMUC quand il avait 13 ans, était aussi dans ces gens-là. Alors forcément, je vais pas faire partie des gens qui disaient « Ah, je savais que… » Non, bien évidemment, mais un joueur de cette taille-là, à 13 ans, il faisait déjà 2m15 ou 2m16, ou peut-être 2m12, j'en sais rien, je ne l'ai pas mesuré, mais il était capable de dribbler entre les jambes, de remonter, enfin c'était un ovni, et c'était impressionnant. Alors oui, il y a des joueurs comme ça qui marquent. Boris Dio, un mec hors norme aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain. Voilà. Ok. Bon, du coup, pour finir, j'ai un principe sur ma chaîne, c'est que la personne d'avant pose une question à la suivante. Donc, la personne que j'ai eu la chance d'interviewer avant, donc tu dois le connaître en plus, c'est Édouard Choquet. Ouais, donc, sûr, ancien basketteur français. Que j'ai connu moi à l'Asvel. Voilà, qui a joué à l'Asvel, à Foss, à Champagne-Chalon-Reims. Du coup, il t'a laissé une petite question. Donc, tiens, je te laisse prendre ça. Tu peux lancer la vidéo ici. Déjà, Gilles, je te passe le bonjour. Je pense que tu m'as arbitré quelques fois. Je suis pas sûr, mais je penserais que oui. Ma question par rapport à l'arbitrage, elle est de savoir comment tu peux vivre le fait d'être sans cesse remis en question de façon perpétuelle, à la fois par les joueurs, mais aussi par le public. Je pense que c'est un métier très difficile, le métier d'arbitre. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu une bonne relation avec les arbitres, je pense, parce que je pense que c'est difficile. Donc c'est comment tu as pu vivre la remise en question perpétuelle de tes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que je pense qu'on est tous des mauvais joueurs. Le public est toujours des mauvais joueurs. Les coachs, c'est pire, je pense. Et donc ça doit être difficile à vivre. Donc je me demande comment tu as pu vivre ça dans ton quotidien. Si tu as cette crainte-là et si tu n'es pas capable d'assumer ça, il ne faut pas devenir arbitre. Il faut d'ailleurs avoir aucune autorité dans quoi que ce soit dans la vie. Si tu n'aimes pas être remis en question et si tu n'es pas capable de rebondir dans des situations difficiles, il faut rester tranquillement dans un truc où tu n'es pas en lumière, où tu n'as pas de responsabilité. Moi, ça m'a… Comment font les autres arbitres? J'en sais rien. Parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel tu es formé, et ça, ce serait quelque chose de très intéressant à développer à l'avenir. Mettre les gens en situation de stress et voir comment ils réagissent, parce que tu es amené à prendre des décisions très rapides en courant et avec ce stress. On forme les arbitres à lire le jeu, à courir, à communiquer, mais pas à gérer ce stress. Et ça, ce sont des axes de développement et de formation qui seraient très intéressants. Alors, pour répondre complètement à la question d'Édouard, je n'ai pas de vraie réponse factuelle. Et oui, tu le vis mal de temps en temps, parce que tu sais que tu t'es trompé. Et quelqu'un qui s'est trompé et qu'il ne l'admet pas, c'est quelque chose de très difficile. Alors moi, j'avais mon petit truc, c'était de temps en temps d'aller anticiper et de dire aux joueurs, bon, celle-là, elle est pour moi, hein. D'accord? Et d'aller voir le coach, je lui dis, bon, c'est pas le meilleur coup de sifflet que j'ai donné de la rencontre, on est d'accord, je vais m'améliorer. Et donc, du coup, il ne faut pas le faire 36 fois dans la rencontre, bien évidemment, mais une ou deux fois peut en fait te donner, allez, une seconde chance. Ouais, puis eux, finalement aussi, ils ont un peu plus confiance, ils se disent que… ils savent que… tu reconnais, quoi. Voilà, moi je pense que si on peut me reconnaître une chose dans ma petite carrière d'arbitre, c'est d'avoir été quelqu'un avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait s'embrouiller de temps en temps. Il y avait des… C'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on te parle avec respect, on peut te dire des choses horribles. Mais il faut le faire avec respect. Si on commence par mettre les choses très hautes et t'insulter, etc., là, c'est pas entendable. Donc, effectivement, là, ça finit mal. Bon. Enfin, bon, voilà. Moi, j'ai toujours été un homme de dialogue, je crois, de communication.
Et j'ai dit une chose tout à l'heure, les principes, c'est humilité et remise en cause très rapide. Et être capable de savoir que voilà, aujourd'hui, je pense que vu l'attitude de certains arbitres, c'est pas toujours comme ça. Ok, bon, du coup, pour terminer, tu vas pouvoir poser une question à la personne suivante. Donc, ce sera un peu dans un contexte différent. On ne sera pas assis là tous les deux, mais du coup, ça va être un. Est-ce que, du coup, si tu as une question pour lui, tu peux y aller? Ouais, alors, je pourrais poser une question. Je fais pas mal de vélo, de VTT, sur des routes des FCI, etc., etc. J'aimerais savoir un peu quelle est ta vue là-dessus et comment tu peux supporter de temps en temps les dégâts que peuvent causer certains avec des quads, avec des motos tout-terrain, etc., qui, moi, me pourrissent la vie quand je fais du vélo. Et j'aimerais savoir comment tu peux supporter ça dans ta vie de tous les jours en tant que... Parfait. Bon, merci beaucoup Gilles. Et à bientôt. Eh ben, au plaisir. Merci. Bonne continuation Enzo. Merci toi aussi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon Instagram et à mon TikTok qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo, ça permet de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires qui est selon vous le prochain invité et sous quel format ce sera, parce que comme vous l'avez entendu, ça va être un peu différent. Merci à tous et à très vite.